Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau talk MBMCI. Le talk MBMCI, vous le savez, c'est le rendez-vous mensuel de Vinci Executive Education sur les sujets majeurs qui touchent notre marché, notre industrie, la communication, le marketing, le digital, le e-commerce. Et justement, en parlant de e-commerce, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Maillet, qui est le directeur général d'Avas Commerce. Bonjour Vincent. Bonjour, merci de votre accueil. Écoute, merci à toi d'être là. Alors on s'est recroisé, je vais dire recroisé, mais en fait, tu étais donc à Paris Retail Week, donc le grand événement européen en septembre, donc sur le e-commerce. Alors en plus, il y a une grande nouvelle qui a été dévoilée à cette occasion, puisque Paris Retail Week va devenir donc un nouvel événement encore plus gros. Ça va être le Retail Big Show avec la NRF, qui est la fédération américaine, c'est ça, hein, du retail. Ouais. National Retail Federation, effectivement, qui est quand même sans doute la plus puissante et le plus gros événement du retail au monde. Donc, ça se passe à New York chaque année. Et donc là, la NRF, en fait, Paris Retail Week devient la NRF Europe, ce qui quand même, en termes de qualité et d'envergure, lui permet de changer aussi de dimension et de notoriété, de lien avec la NRF américaine. Donc, c'est un vrai beau, belle information et belle nouvelle. Toi, donc, avec Avas Commerce, tu es un partenaire historique, hein, de Paris Retail Week, donc futur NRF Europe. Et à chaque fois, tu présentes une étude, plusieurs études, hein, en l'occurrence, en inauguration du salon. Et là, forcément, j'ai envie de dire, c'était inévitable. Tu as parlé IA, parce que bien sûr, l'IA, on va dire, c'est un des sujets incontournables de Ouais. notre société, mais aussi de notre marché. On peut dire que c'est le sujet, ouais, tout à fait. On peut dire que c'est même le sujet du moment, clairement. C'est ça. Autant les métaverses, j'étais pas spécialement convaincu, en tout cas sur l'Europe et l'Occident. En tout cas sur l'Europe et l'Occident, parce qu'effectivement sur l'Asie, ça a beaucoup pris. Autant l'intelligence artificielle, j'ai même été bluffé. Je m'attendais à ce que ça soit massif, mais à ce point, c'est assez surprenant la vitesse à laquelle ça va. Alors justement, on va en parler. Alors, avant toute chose, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Avas Commerce, s'il te plaît? Ah, waouh. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc en gros, ça fait quelques mois. Bon, ça fait. Je ne vais pas donner mon âge, mais je suis plutôt jeune, et donc ça fait des années que je bosse dans la communication et la publicité, essentiellement communication et publicité commerciale. Donc je me suis toujours occupé de clients qui avaient essentiellement besoin de la communication pour développer et faire leur business. Donc distributeurs, grands fabricants, site e-commerce, que des gens qui vraiment ont placé la com au cœur de leur business model et du recrutement et du développement de l'activité. Et donc, de fil en aiguille, je me suis aperçu quand même, ces 10 dernières années, donc ça commence à dater, ça paraît naturel aujourd'hui, mais il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. On me posait souvent la question de la place d'Amazon dans le futur, la place d'Alibaba dans le futur. Voilà, quelles sont les évolutions et la bonne répartition demain entre les e-commerçants et les retailers physiques. C'était les questions qu'on me posait beaucoup il y a 10 ans. Et finalement, souvent, moi, j'étais un peu embêté parce que mes réponses, je ne les trouvais pas suffisantes et pas complètes. Donc, je me suis senti obligé de creuser de plus en plus ces sujets-là, notamment l'ouverture à l'international, l'analyse des grands acteurs internationaux et des grandes tendances à l'international. Et de fil en aiguille, en fait, je suis allé proposer il y a 6 ans à mon actionnaire de créer Avas Commerce, qui est devenu aujourd'hui la practice, l'offre d'Avas Commerce dédiée aux distributeurs dans le monde. En fait, ce n'est pas uniquement la France, c'est dans le monde. Et donc, j'anime une petite équipe autour de moi qui analyse et travaille à la construction du contenu. Je fais pas mal de conférences et donc on a un partenariat avec la Paris Retail Week, donc ça c'est cool. On fait pas mal d'études propriétaires, donc spécifiquement Avas, mais pas que. On regarde aussi toutes les études qui nous passent entre les mains. Et on est en contact avec toutes les agences Avas dans le monde pour essayer de prendre le pouls et de comprendre comment la distribution, ce secteur qui est, il faut le rappeler, est le premier en termes de dépenses marketing et communication au monde. C'est le premier en France,
Mais il faut savoir que c'est le premier au niveau mondial. C'est-à-dire que quand on prend les secteurs que peuvent être la banque, l'automotive, la santé, etc., etc., la distribution est le premier en termes de dépenses en marketing et communication au monde, très très loin devant le deuxième qui doit être l'automotive à 30 ou 40% en dessous du niveau d'investissement des retailers. Donc c'est vraiment massif, ces investissements-là. Et donc, il se passe beaucoup de choses partout dans le monde entier. Et donc, modestement, on essaie de suivre ça. On crée du contenu, on crée des études qu'on partage après avec la presse, avec nos clients, avec les agences Havas dans le monde, etc., etc. Voilà. Voilà l'objet, la raison pour laquelle Havas Commerce existe. Donc, on a 3 fonctions. La première, c'est de générer du contenu. La deuxième, c'est d'aider les agences du groupe Havas à développer des clients retailers, soit par des missions de conseil, soit par des missions de développement. Et puis le dernier, c'est de prendre des clients en direct. On en a quelques-uns. Voilà, qui nous demandent de travailler sur est-ce que c'est quoi l'alternative au prospectus demain pour développer le business, à quel rythme on doit se transformer, quelles sont les technologies qu'il faut qu'on intègre à notre business model pour préparer le futur, etc., etc. Souvent, c'est Voilà. plutôt quand même des grands groupes, Vincent, hein, des grands groupes implantés dans plusieurs pays, plusieurs marchés. Ouais, on est plutôt. Oui, oui. J'aime pas trop ça parce que moi j'aime bien bosser pour les petits aussi, mais c'est vrai on est plutôt sur des gros clients en général. C'est très clair. Donc, Havas Commerce, donc parmi les nombreuses études effectivement que vous réalisez, il y a pour la France quelque chose qui s'appelle l'Observatoire du commerce. Et donc chaque année, il y a donc l'étude annuelle de l'Observatoire du commerce qui sort. Et souvent, ça coïncide avec donc la rentrée de septembre et Paris Retail Week. Et justement, donc celle de cette année là, qui a été dévoilée donc en septembre dernier, on vous invite à aller la consulter parce qu'elle est publique. Eh bien, il y a peut-être un premier enseignement avant de parler d'IA, qui est que les magasins physiques font de la résistance. En fait, ils font de la résistance dans les cœurs des consommateurs. Alors là, on parle bien des Français, hein, c'est l'Observatoire du commerce en France. Et donc, dans cette étude, on voit qu'une grande majorité des Français, 84% des personnes interrogées, eh bien, ils expriment une nette préférence pour les achats en magasin physique. Comment t'expliques ça, Vincent? Alors d'abord, c'est une très bonne question. On attaque fort. En gros, ce qui s'est passé, c'est quand on regarde le développement du e-commerce, il y a avant le Covid et après le Covid. Avant le Covid, la croissance du e-commerce était totalement décorrélée de la croissance du commerce physique. Et donc, la croissance du e-commerce était à 2 chiffres. C'est-à-dire, on était entre 15 et 20%. Je parle au niveau mondial, hein, je parle d'études macro au niveau mondial. Bien sûr. Et donc, on voyait bien que le e-commerce était en train de complètement exploser et n'avait rien à voir avec le développement du commerce physique. Au moment du Covid, il y a eu un rapprochement, c'est-à-dire qu'on a senti que même si effectivement il était encore possible de commander et d'acheter sur les sites e-commerce, la croissance du e-commerce mondial s'est largement tarie et s'est largement calmée, comme la croissance du magasin physique. Alors, les e-commerçants ont gardé la tête hors de l'eau parce que le click and collect, pour ceux qui avaient des magasins avec un site e-commerce, notamment le Drive, et puis les e-commerçants comme Cdiscount, Amazon ont continué à livrer malgré tout. Donc il y a eu une baisse d'activité, mais la croissance est tombée en berne pour les deux canaux. Et au sortir du Covid, il y a eu une reprise, une forme d'embellie. Et là, on s'aperçoit que depuis finalement la fin des confinements et la fin du Covid, les deux courbes, c'est-à-dire la courbe du e-commerce et la courbe des magasins, sont maintenant corrélées. C'est-à-dire on est sur une croissance à peu près à 8% sur le commerce mondial de l'e-commerce. L'e-commerce progresse chaque année de 8% à peu près. Le commerce physique un peu moins, c'est-à-dire qu'on est plutôt à 3-4%. Mais les deux courbes se suivent en fait, là où elles étaient complètement décorrélées jusqu'ici. Ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a eu un changement et que dans le grand retour à la consommation, finalement, les consos ont autant consommé du e-commerce que du magasin physique. La deuxième raison qui peut être une explication, enfin qui a de mon point de vue une explication, c'est finalement le premier concurrent, le premier compétiteur du e-commerce aujourd'hui, c'est le discount. Quand je dis discount, c'est-à-dire qu'on voit bien que les clients aujourd'hui qui achètent, les consommateurs qui achètent notamment leurs courses alimentaires privilégient le discount ou en tout cas les enseignes très fortement ancrées sur le prix, hein, comme Leclerc, qui a fait des croissances absolument incroyables en France, mais on le voit avec Walmart aux États-Unis. Et donc, en fait, les consos sont revenus dans les magasins physiques et surtout ont fait un choix
de maîtriser leur budget et de maîtriser leur budget dans des magasins qui ont un engagement sur le prix qui est très fort. Donc, et en général, ces magasins-là ne sont pas les meilleurs sur le e-commerce. Je ne veux pas dire qu'ils sont mauvais, mais on va dire que le cœur de leur activité, ce n'est pas le e-commerce. Et donc, il y a eu, entre un choix, c'est-à-dire entre acheter sur Amazon ou Cdiscount ou acheter chez Action ou chez Lidl son alimentaire et son non-alimentaire moins cher, d'accord, le consommateur a préféré acheter moins cher que plutôt la praticité de se faire livrer à la maison. Donc, en fait, c'est en fait ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que l'inflation a poussé le conso vers des consommations discount et donc le e-commerce a un peu pâti de cette croissance. Et quand on regarde à l'intérieur du e-commerce, de l'activité e-commerce, on s'aperçoit que ce qui est en train d'exploser, c'est Chine, c'est AliExpress, c'est surtout Temu d'ailleurs, c'est Temu et AliExpress aujourd'hui qui sont perçus comme les marketplaces les plus engagés sur le prix et du coup qui se développent de façon absolument phénoménale. Donc voilà et voilà. Et donc on s'aperçoit, notamment sur la France, hein, pays latin, où on voit que le plaisir de consommer est quand même plus fort. On voit bien que quand le taux de finalement la pression de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages baisse légèrement, on voit bien que les gens retournent malgré tout un peu plus dans des commerces plus riches en choix, comme peuvent l'être Leclerc, Carrefour, Intermarché. Voilà, donc il y a vraiment cette pression du pouvoir d'achat et de l'inflation qui change les comportements de consommateurs. Donc les consos réduisent le nombre d'enseignes qu'ils fréquentent et ont tendance à privilégier le discount. Et du coup, le discount devient mécaniquement un concurrent des e-commerçants, que dans les e-commerçants, c'est ceux qui sont discount qui fonctionnent et qui se développent le mieux, et qu'à partir du moment où ça se dessert, cette pression se dessert un peu autour du cou des consos, on voit bien qu'ils reprennent une activité plutôt tournée vers du choix et du plaisir d'achat. Merci Je Vincent. ne veux pas dire qu'on s'emmerde chez Action ou chez Lidl, mais ils sont plutôt limités. Non, mais c'est important de préciser, ils sont plus limités en choix et qu'en fait, le driver du choix reste un élément important en période de moindre inflation. Oui, bon, on va profiter de la récente retraite, enfin de l'annonce de la récente de Nadal, pour peut-être faire une métaphore avec leur stratégie, c'est que ils ont un très bon revers et ils préfèrent rester effectivement sur le revers et continuer à bien travailler plutôt que de travailler le service ou le coup droit là où ils sont moins bons, quoi. Voilà. C'est ça. On appréciera ou pas la métaphore sportive. Alors pour rester justement dans ce match, je ne sais pas si c'est vraiment un match, mais ces différences entre le physique et le digital, également dans le prospectus, eh bien, dans cette étude 2024 de l'Observatoire du commerce, eh bien, on acte un petit peu la fin, ça y est, la disparition des prospectus papier, où donc là, les consommateurs interrogés, en fait, plébiscitent l'email. Voilà, donc on a l'email qui prend la place du prospectus papier comme étant le canal de communication, en tout cas de prospectus commercial préféré par ses consommateurs. Ouais. Bon, voilà. Oui. Après, bon, je sais. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que bon, il y a quand même tout un halo plus que pessimiste autour du prospectus papier aujourd'hui. Même s'il y a, moi je suis quand même toujours étonné du niveau du prospectus encore aujourd'hui. Enfin, je suis étonné, je suis pas vraiment étonné parce que ça fait des années que les distributeurs dépensent énormément d'argent pour livrer dans les boîtes aux lettres des Français leur prospectus. Donc c'est un peu normal que, et finalement c'est un service que d'envoyer un document papier directement dans la boîte avec tout le choix qu'on peut avoir sur la semaine en question. Donc bon, ça participe du service. Et en fait, ce service, malgré tout, reste assez ancré dans la tête des Français. Et après, quand ils commencent à switcher, effectivement, ils switchent plutôt sur l'email. Je suis pas totalement convaincu, moi, par ça, mais on verra ce que ça va donner. Je pense qu'on est au début de beaucoup de mutations dans les canaux qui seront choisis par les consommateurs à terme en matière justement d'information sur les promotions des enseignes. On voit que Lidl, par exemple, a privilégié l'appli mobile. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignes aujourd'hui qui sont en train de travailler, de réfléchir à développer des applis mobiles assez efficaces. Aux États-Unis, c'est principalement l'appli mobile, chez Walmart notamment, qui fait la une et qui se développe très fortement. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'est un
c'est assez. On ne se rend pas compte de la violence que ça pourra avoir pour certains distributeurs. Parce qu'en fait, la perte du prospectus, c'est surtout la prime aux enseignes qui ont la meilleure image prix, qui sont capables de recruter indépendamment d'une activité promotionnelle intense. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner dans les prochaines années, mais c'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet qui économiquement est relativement lourd parce que pour les distributeurs, c'est plusieurs centaines de millions d'euros quand même, hein. En tout cas, c'est une bonne centaine de millions d'euros pour les gros distributeurs. Donc, changer, alors c'est des économies certes, mais après, c'est quel canal sera privilégié en alternative au prospectus. Donc, on voit que l'affichage se développe, on voit que la radio se développe, on voit que le digital se développe. Voilà, on va voir un peu ce que ça va donner, mais je pense qu'on ne peut pas encore aujourd'hui dire que l'email sera la seule alternative. Je suis d'accord avec toi que l'information est vachement intéressante parce qu'effectivement, il y a une vraie descente du prospectus. Pour autant, je ne suis pas sûr qu'il faille encore totalement se figer sur l'email sera la seule alternative ou la principale. Alors, en tout cas, Vincent, ça vient en tout cas confirmer hein, la place numéro 1 de l'email dans les stratégies marketing. Aujourd'hui, en 2024, c'est toujours l'email qui est le roi, hein, le ROI des stratégies, enfin des canaux en tout cas de marketing digital, même si effectivement c'est peut-être un roi de plus en plus contesté parce que il y a notamment le business messaging via le RCS, le SMS qui monte aussi beaucoup avec un taux de transformation qui est très qualitatif, les réseaux sociaux et on va dire tout l'écosystème ads quoi. Ouais. Pour rester sur le consommateur, après on parlera des retailers bien sûr, mais pour parler du consommateur, il y a aussi un autre élément, un insight très intéressant dans cette étude de l'Observatoire sur les nouveaux modèles de consommation, en tout cas le nouveau modèle de consommation que les Français semblent prôner. Alors, tu as parlé de l'inflation, et c'est vrai que cette étude, elle est toujours en fait à considérer sous le prisme de l'inflation, et donc forcément avec des consommateurs français qui regardent les prix. Tu l'as dit tout à l'heure sur effectivement la résilience des magasins physiques. Donc le prix reste toujours central, mais à côté, il y a aussi le soutien à des marques engagées, aux marques Made in France, où c'est pas forcément le prix, en tout cas, qui est le premier critère, mais qui est sur celui de l'engagement, quoi. Donc, le consomme-acteur dont on parlait il y a 10 ans, il semble en tout cas se concrétiser aujourd'hui. Oui, alors c'est particulièrement vrai dans les études, hein, puisqu'on voit que d'une année sur l'autre, tu sais, on a lancé l'Observatoire du commerce au moment du confinement du Covid, parce qu'on voulait comprendre comment les Français qui étaient empêchés de consommer vivaient cette période. C'était la raison pour laquelle on avait lancé ça. On était tous, comme tout le monde, confinés à la maison. Et donc, on en a profité pour faire une étude en se disant, tiens, c'est peut-être le moment de le faire. Et donc, on fait chaque année une étude sur l'Observatoire du commerce. Et chaque année, on voit bien que ça évolue. Alors, enfin, en fait, il y a un mot que j'ai oublié de prononcer parce que c'est un concept justement fort qui sort de l'étude. C'est la souveraineté alimentaire. Voilà. Et donc, il y a plus de 8 Français sur 10 dans cette étude qui souhaitent limiter la dépendance aux sources d'approvisionnement extérieures. Et donc, ils veulent soutenir les producteurs locaux, renforcer la sécurité alimentaire nationale, en écho aussi aux crises agricoles du début d'année. Bien sûr, mais alors en fait, voilà, c'est pour ça que je parlais de 2020 du confinement. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu te rappelles, mais au moment du confinement, il y a eu à un moment donné un gros bruit autour du pénurie de pâtes, pénurie de papier toilette, pénurie d'un certain nombre d'aliments un peu de base. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se battaient en magasin parce qu'ils se battaient pour du papier toilette ou des pâtes ou de la farine. Comme souvent dans les crises. Et surtout, et puis pénurie de masques, c'est-à-dire qu'on se rappelle de ce moment où la France n'arrivait pas à sourcer et à se fournir en masques auprès de la Chine parce que les Américains, pas si tu te rappelles, sur un aéroport, je sais pas lequel, les Américains ont payé au cul de l'avion les masques alors que les Français avaient demandé des délais de paiement et du coup, c'est les Américains qui avaient pris les masques. Bon, donc, c'était pas une période très réjouissante hein, et je prends pas plaisir à rappeler ces événements, mais à partir de ce moment-là, et chaque année, il y a eu d'autres pénuries, puisqu'il y a eu le canal de Suez qui s'est bouché. Là, récemment, les Houthis et les Yéménites qui attaquent les bateaux qui veulent prendre comment il s'appelle, le canal de Suez.
qu'il y a eu un peu avant toute cette politique zéro Covid de la Chine, qui a fait que notamment le port des conteneurs de Shanghai touché par le Covid a été mis en quarantaine ou presque. Enfin, tous ces événements-là ont fait que, rappelons-nous aussi des gels hydroalcooliques, puisque ça, on ne pouvait pas en avoir. Enfin, donc tous ces événements-là ont montré quand même très fortement aux Français que sur un certain nombre de sujets, y compris les sujets stratégiques et très importants pour leur quotidien, on pouvait manquer. Et donc, alors, il y a ce premier phénomène qui est lié au manque et aux difficultés d'approvisionnement. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui est que quand on voit l'état de la France, hein, puisque, et là, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais en fait, on voit que le déficit de la balance commerciale française, il est quand même très important et qu'il est essentiellement lié au fait on a beaucoup de manque industriel dans ce pays et qu'il y a une déshérence et une perte de l'industrie en France. Et donc, les Français sont tous sauf idiots. Et ils ont conscience de ça. Et quand on accumule les deux phénomènes, plus bien entendu ce que tu évoquais, c'est-à-dire la crise agricole, qui montre qu'en fait l'agriculture française disparaît ou en tout cas est ouverte aux 4 vents à la concurrence qui est un peu déloyale du poulet ukrainien et de la viande de bœuf argentine, par exemple. Et donc, tout ça participe finalement d'un grand mouvement autour de la consommation souveraine et de la consommation alimentaire, donc de la souveraineté alimentaire, souveraineté industrielle, souveraineté sanitaire aussi, hein, puisque tout ce qui touche au médical est super important pour les Français. Et c'est un vrai événement. La difficulté aujourd'hui, et donc moi je le vois monter, on va dire ces 4-5 dernières années, le point c'est que la difficulté c'est qu'on sait tous qu'entre le moment où il va y avoir, elle existe déjà la demande de consommation française et le moment où on sera en mesure de répondre à tout le monde, il va se passer un peu de temps parce que notre pays aujourd'hui est très en retard d'un point de vue équipement industriel. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une demande, mais il y a deux injonctions un peu contradictoires. C'est, OK, il y a une demande, mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix de la production française? Pas toujours. Et deuxièmement, est-ce que la production française existe et est-ce qu'elle est suffisante pour fournir cette demande? Je ne suis pas sûr non plus. Donc on est un peu dans cette difficulté, mais toujours est-il que depuis 2020, c'est très aigu dans l'esprit des Français et chaque étude montre que c'est toujours là et voire même de plus en plus présent. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle parce qu'ils ont raison. Logiquement, il faudra retrouver un niveau de production en France qui permettra d'alimenter un certain nombre de choses, et notamment l'alimentaire. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se voiler non plus la face. C'est quand même compliqué. Alors, je parlais tout à l'heure de marques engagées. En fait, pardon, j'ai pas précisé la source. Donc, il y a une étude qui est publiée, pareil, chaque année par la FEVAD. Hein. Donc, elle est en général dévoilée à peu près à l'été. Et donc, cette cartographie du e-commerce, ce sont, selon la FEVAD, donc la fédération, on a 39,4 millions de Français qui ont acheté sur Internet en 2023, parce que ça porte sur l'année précédente. Donc, c'est 500 000 de plus en un an. Et quand on regarde le profil de ces cyberacheteurs, en fait, ils sont de plus en plus sensibles à l'impact de leurs achats dans le monde. 79% d'entre eux considèrent important de privilégier le Made in France et 72% choisissent des produits respectueux des critères environnementaux et éthiques. Bien sûr. Autre chose que vous avez également corroboré dans votre étude de l'Observatoire, c'est que 45% des cyberacheteurs ont acheté au moins un produit de seconde main au cours des 12 derniers mois. Et ça, vous le traitez très bien d'ailleurs dans l'Observatoire. Vous expliquez que là, ça y est, il y a une confirmation de cette montée de la seconde main et de l'achat d'occasion. Ouais. Qui vient aussi, pardon de te couper, mais qui vient aussi en écho à un autre point qui est évoqué par les Français dans l'Observatoire, qui est qu'on suit depuis quelque temps, qui est cette idée de la principale réponse finalement à l'inflation, c'est l'anti-gaspi. Et finalement, l'achat de seconde main et l'anti-gaspi, c'est un peu la même tendance, c'est-à-dire essayer de trouver des solutions qui sont des solutions assez simples à déclencher, finalement, pour soit continuer à consommer via alors soit discount bien sûr, mais l'occasion, et bien entendu, ce qui n'est pas dépensé n'est pas acheté. Et donc la notion d'anti-gaspillage et de recyclage devient un élément très, très puissant
qui est assez peu finalement repris par les enseignes. C'est-à-dire que je trouve que cet argument ou ces solutions anti-gaspi sont assez peu valorisées aujourd'hui par les distributeurs, alors que je pense qu'il y a une vraie attente des Français. Voilà. Alors là, on était côté consommateur, et maintenant, hop, on va passer de l'autre côté du miroir, on va passer effectivement côté retailer Ouais, et distributeur. Et tu parlais du prix tout à l'heure. Ben là, côté retailer, le prix est également une préoccupation de tous les instants, puisque, et ça, tu l'as présenté donc dans l'étude B2B Avast Commerce, donc qui est menée dans plus de 20 pays, tu l'as présenté lors de Paris Retail Week, qui indique que donc 36% des distributeurs modifient leur gamme pour inclure davantage de produits discount. Voilà. tout à fait. Tout à fait. Et on constate d'ailleurs que la France, on s'en est aperçu l'année dernière déjà dans l'observatoire précédent, c'était déjà très haut. Et ce qui m'avait choqué, c'est que la France était très en retard et qu'on voyait que dans les switches de gamme de produits traditionnels vers notamment le discount, la France était très en deçà par rapport aux États-Unis, à l'Angleterre par exemple, qui était aussi très haut dans l'intention de développer des gammes discount. Donc c'est une réponse à la crise, hein, ça permet de maîtriser les marges et donc de répondre et d'apporter des solutions aux Français pour qu'ils puissent continuer à consommer des produits de qualité correcte à un prix très intéressant. Donc on est vraiment dans cette quête et dans cette recherche de prix toujours. Et puis, donc, on va dire que ça, c'est effectivement donc voilà, le gros chiffre, tu vois, ça y est, hop, ok, très bien, on est toujours effectivement sur le prix. Ce qui a une forme de logique, c'est que c'est normal que du côté consommateur, si le prix émerge, on le retrouve aussi du côté des distributeurs. Mais derrière, maintenant sur une préoccupation vraiment retailer, vraiment B2B, c'est l'efficacité des livraisons, quoi. Ouais. Et des retours, quoi. On revient sur la supply chain, on revient sur la logistique, mais qui doit être de plus en plus efficace, de plus en plus rapide, de plus en plus fluide. C'est bien sûr les desiderata des consommateurs, mais côté enseigne, on sait très bien que, ok, quand on est une petite marque, hein, qu'on vend sur Instagram, c'est facile. Je veux dire, on n'a pas un volume de vente qui fait qu'on va avoir des difficultés, mais quand on est une gigantesque enseigne ou présent sur plusieurs marchés, c'est là où c'est compliqué. Ouais. Alors, il y a deux éléments dans ce que tu évoques. Il y a un premier élément qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que jusqu'à présent, même moi le premier d'ailleurs, on avait tendance un peu à opposer e-commerce et commerce traditionnel. On voit bien que dans sa progression et dans la façon dont les professionnels du retail, comme les consommateurs finalement, ont tendance à plébisciter le modèle e-commerce, parce que c'est un modèle de convenience, c'est un modèle de livraison, et donc ça rend service. Hein. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas à dire. Et donc on voit bien que l'évolution du commerce mondial passe largement par le plébiscite et le modèle e-commerçant, ou le modèle parfait, entre guillemets, pour moi, c'est ce que j'appelle mortar en marketplace, c'est-à-dire cette capacité à avoir des magasins physiques, parce qu'il y aura, je pense, on a toujours besoin d'un magasin, il faut juste qu'il retrouve sa place dans l'écosystème, et d'avoir des magasins, mais surtout une marketplace, avec tous les avantages de la marketplace, c'est à la fois le choix et la livraison, et la rapidité de livraison. Pour te donner une idée, il y a encore quelques années, il y avait une étude qui avait été faite qui montrait que plus Amazon avait réduit le temps et la durée de livraison, plus son chiffre d'affaires augmentait. C'est-à-dire que les courbes se croisaient, c'est-à-dire plus le temps baissait, plus le chiffre d'affaires montait. Et donc le chiffre d'affaires et l'augmentation du chiffre d'affaires d'Amazon est consubstantielle de la durée de livraison et de la facilité de livraison. Donc on voit bien que ces deux éléments-là sont très liés dans le cas du développement du e-commerce. Et ça fait la passerelle parfaite pour l'IA, parce que c'est là où justement l'IA peut venir apporter des solutions d'amélioration. Alors attention, hein, on peut le dire d'emblée, c'est pas la magie, hein, voilà, c'est pas la baguette magique, l'IA, Pas encore, euh, pas pas, encore. pas encore, pas encore. Alors là, je vais être un peu taquin, mais c'est vrai qu'entre le déclaratif, c'est-à-dire que dans cette étude B2B à Vast Commerce, tu as donc un retailer sur deux qui dit utiliser l'IA. Mais il ne dit pas comment et pourquoi. La réalité, c'est que, je ne sais pas si on peut parler de retard, mais on va dire qu'il y a une course contre la montre qui est engagée entre ceux qui ont justement fait les choix au moment où c'était peut-être pas, tu vois, c'était peut-être pas encore mainstream comme c'est le cas aujourd'hui. Et là, maintenant, tu peux dire en 2024, en fait, si tu n'as pas intégré l'IA, tu es à la traîne et puis tu as, un risque de survie. Est-ce qu'on en est là? Alors, tu as tout à fait raison. Alors, premier point,
Moi, comme toi, j'ai été très étonné. Je m'attendais à ce que l'intelligence artificielle soit présente et à un haut niveau. Encore une fois, euh, il y a un an ou deux, on a fait la même chose avec les métaverses. On s'est aperçu que les métaverses, bon, ça dépendait des zones d'ailleurs, mais en Europe, c'était quasiment inexistant. Là, ce qui m'a surpris, c'est le haut niveau finalement de l'IA dans le niveau des réponses. Donc ça, c'est un premier point. Ça veut dire qu'il y a une conscience très forte de la place que peut prendre l'IA dans le marché du retail. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est une étude mondiale et qu'en gros, c'est une moyenne de tous les pays et que en Europe, je ne vais pas dire en Occident, mais en Europe, on est plutôt en retard, que quand on prend les États-Unis ou quand on prend notamment l'Asie, ils sont totalement débridés sur ces, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, excuse-moi, Ouais. pour eux, ils lâchent complètement les vannes et l'intelligence artificielle, la Chine, il y a longtemps qu'elle a intégré à son plan global de développement pour le pays, la Chine en tant que telle, le PCC, il y a longtemps qu'ils ont décidé que l'intelligence artificielle serait le futur de l'industrie chinoise. Et donc, on voit bien que dans ces pays-là, il y a un usage, il y a un abus de l'IA, il y a une espèce de frénésie autour de l'IA qu'on a un peu moins en Europe. C'est pour ça qu'on a des taux qui sont aussi importants, parce qu'on doit être quasiment à 80-90% des retailers en Asie qui pensent que l'IA est centrale, et on doit être peut-être à 20 ou 30% en Europe. Donc c'est cette moyenne qui fait ces taux assez forts. Mais ces taux forts, finalement, cachent aussi une vérité qui est que l'Asie est très forte et l'Europe l'est un peu moins. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est que si on devait tracer une droite de régression linéaire, tu sais, en statistique, finalement, il y a deux groupes. Il y a le groupe des gens, qui est un petit groupe qui va mourir certainement ou qui va avoir beaucoup de difficultés, qui sont les distributeurs qui ne sont pas passés à la data. Souvent, ils ont un volet e-commerce relativement faible. Et ces gens-là gèrent gentiment, mais dans un business qui est assez traditionnel. Ces gens-là n'ont pas pris finalement le vrai virage de l'e-commerce. Ils devront le prendre à terme, mais ils ne l'ont pas complètement pris. Et puis, il y a tous les autres qui, eux, sont soit un site e-commerce, soit ont développé fortement leur activité marketplace et sont déjà dans la data. C'est-à-dire que finalement, le e-commerce est de fait corrélé au développement de l'intelligence artificielle, puisque le e-commerce est un lieu de data et génère énormément de flux de data, et que la data est le carburant de l'intelligence artificielle. Ce que je veux dire par là, c'est que ces scores de développement de l'IA sont totalement justifiés ou s'expliquent par le grand volume de data qui sont gérés par les e-commerçants et donc le besoin de rationaliser et d'étudier ces data. Et c'est là où une couche d'intelligence artificielle permet de gérer les flux de supply chain, de paiement, de commandes, de catégorie management en fonction des choix de produits qu'on fait, etc., etc. Et tout ça, finalement, créer un terreau très favorable à l'utilisation d'une IA qui sera capable d'absorber cette tonne de data et d'en extraire une analyse et des choix et des décisions qui sont quand même plus difficiles à prendre quand on est un simple humain. Donc voilà, donc c'est un peu le tableau aujourd'hui dans lequel on est, c'est non-utilisateur, très grande majorité d'utilisateurs, et finalement, utilisateurs, pourquoi? Parce que à partir du moment où on est dans le numérique et dans le digital et dans le e-commerce, forcément, la data est au cœur du métier. Alors, je vais te citer, hein, lors de la conférence de presse de Paris Retail Week. Tu as dit quelque chose voilà, que je vais partager avec vous parce que je pense que c'est très juste. C'est que l'IA en 2024 sert de révélateur du stade de transformation digitale des retailers. Et donc, derrière, forcément, bah, quand on soulève le tapis, quand... Je me rappelais plus. C'est sûr que c'est de moi, ça, parce que c'est Ouais, assez c'est vrai. pas mal, hein. On n'en revient pas. C'est pas mal, Vincent, hein, c'est pas mal. Et non, ça sert de révélateur parce que en fait, ça oblige à regarder ce qu'il y a sous le capot et à regarder comment on est équipé. Et justement, bah, sur la data, est-ce que on a un modèle data-centrique, data-driven, quelle est notre politique data? Et donc là, bah, forcément, ceux qui s'en sortent le mieux, bah, ce sont les marketplaces. En tout cas, ce sont les pure players, forcément. Ouais, ouais. Et tu vois, c'est comme les pays. C'est-à-dire que les pays aujourd'hui qui sont le plus en avance sur l'intelligence artificielle, c'est des pays qui ont énormément de population. Tu prends les États-Unis, c'est à peu près 400 millions d'habitants. On prend la Chine, c'est 1,4 milliard. On prend l'Inde, c'est un peu plus d'1,4 milliard aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce sont les pays qui ont l'habitude
et qui ont besoin de gérer énormément de data. Moi, je suis allé en Chine, quand tu vas à Shanghai, tu te dis, mais comment ils font pour gérer le trafic routier, l'énergie, les ressources alimentaires, la santé, la sécurité. Enfin, je veux dire, pour arriver à structurer tout ça et à savoir à quel endroit il faut investir, à quel endroit il faut mettre de l'argent, des gens, des ressources, etc., ça veut dire qu'il faut être très bon sur la data et la compréhension via des statistiques du marché ou du territoire dont on s'occupe. Donc, on voit bien que ce sont les pays qui sont les plus gros qui gèrent ça. Ça, c'est un premier point. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans les questions qu'on a posées, dans les réponses qu'on a eues des retailers, on voit bien qu'aujourd'hui, ils ont segmenté l'usage de l'IA par domaine stratégique, c'est-à-dire il y a la supply chain, il y a finalement la connaissance consommateur. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ils appliquent des modèles d'IA à des endroits qui sont éminemment stratégiques pour un distributeur. Les stocks, ça peut tuer un distributeur s'il y a trop de stocks ou pas assez. La connaissance conso, la connaissance consommateur, c'est aussi vital. Et comme on ne voit pas quand on est e-commerçant ou quand on a une marketplace, quand on ne voit pas physiquement le client, eh ben, on passe forcément par la statistique et par la data pour essayer de déceler et de comprendre le comportement consommateur. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'on est dans chacune des étapes où la data est cruciale dans le métier de e-commerçant ou de marketplace. On voit bien qu'ils appliquent l'IA et là, l'IA leur fait gagner du temps et de l'argent pour déterminer le juste stock d'un produit ou à quel moment ce stock doit être plus haut, plus bas dans l'année. Et puis, la compréhension et la connaissance consommateur pour pouvoir pousser des offres, acheter les bons produits, acheter les bons prix aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans les réponses, le rafraîchissement des prix et l'analyse des prix des concurrents participent aussi de la compétitivité du distributeur. Donc, on voit bien que l'IA, dans ces métiers-là, et dans ces piliers du retail, qui sont des piliers, j'ai envie de dire, régaliens du retail, elle est éminemment stratégique. Donc, en fait, c'est incontournable. Et donc, il y a ceux qui l'ont compris, ceux qui ne l'ont pas compris. Ils sont rares, hein, ceux qui n'ont pas compris. Mais donc, on voit bien qu'ils sont tous, aujourd'hui, ils ont tous plongé et ils sont tous en train de regarder comment l'IA peut apporter. Donc, ça, pour moi, c'est le premier stade de développement et de création de solutions IA sur des segmentations précises. Et on voit bien un peu ce que pourrait être le futur. Le futur, c'est qu'à partir du moment où on a mis en place des solutions d'IA par grands piliers du commerce, encore une fois, stockage, achat, prix, connaissance client et demain livraison, hein, parce que je pense que l'IA va aussi optimiser la livraison, bah, à terme, on aura sans doute une super IA qui sera capable finalement de coordonner toute cette data finalement du début à la fin. Oui, alors, merci Vincent, parce que ce qu'on va bien préciser, c'est que quand on parle d'IA, là, on parle vraiment de la technologie. Hein. On va parler des IA génératives, bien sûr, mais je veux dire, les IA génératives ne résument pas ce qu'est l'IA. On va dire que c'est une des faces émergées de l'IA. Là, c'est comment on intègre. Et pas la plus importante aujourd'hui pour le retail. C'est-à-dire, dans les activités de la com et du marketing, j'ai aucun doute sur le fait que, moi, je m'en sers, hein, j'ai aucun doute sur le fait de l'impact qu'auront l'IA générative sur nos métiers. Mais aujourd'hui, dans le cas du retail, au stade où il en est, c'est pas l'IA générative qui est la plus importante et la plus centrale, hein, puisqu'on est vraiment dans des couches algorithmiques qui travaillent la data, mais une data qui est fondamentale pour le retailer, qui est finalement la data de stock, la data de détention produit, de réactivité, de stockage, de livraison et de connaissance conso. C'est ça. Alors là aussi, je vais te citer. Hein. Pardon, j'ai pris des notes pendant ta conférence de presse, tu vois, mais tu dis en fait un point qui a pris des notes, c'est quoi? Non, c'est que en fait les groupes, les retailers qui aujourd'hui n'ont pas intégré l'IA ou en tout cas ne sont pas en voie de l'intégrer, en fait, ils ne sont pas en capacité d'analyser et de surveiller l'ensemble des flux de data pour optimiser leur activité. Et ce que tu dis, c'est que l'IA ne transforme pas fondamentalement le métier, c'est-à-dire la sélection, l'achat, le stockage, la vente, la livraison, notre produit, mais il permet l'optimisation de chaque étape. Exactement, tout à fait. Voilà. C'est toi. Et des étapes qui sont... Non, mais c'est très bien parce que voilà, c'est très bien ce que tu dis. Et en plus, des étapes qui sont cruciales. Pour moi, c'est des étapes qui sont vitales aujourd'hui dans le e-commerce moderne, enfin, tel qu'il se conçoit à un niveau important, même à un petit niveau d'ailleurs. Donc oui, tout à fait. Et sur justement ces flux de data, toi, pour peut-être un peu plus effectivement incarner ce que tu es en train de dire, c'est que en fait ces flux de data, ces données, en fait, elles sont humainement
enfin, elles nous dépassent. C'est que on peut humainement pas les traiter. Quand par exemple, tu es sur du stockage de denrées périssables, euh, euh, voilà, toutes ces dates, le moment où il va falloir les vendre, quelles sont les périodes de l'année où tu vas davantage le vendre. Tu parlais des concurrents, mais tu peux également effectivement intégrer aussi des données des concurrents sur peut-être des données météorologiques, environnementales, de stockage. Enfin, il faut imaginer que c'est énorme, énorme, énorme. Et en fait, il n'y a que l'IA qui est capable ensuite de pouvoir faire une aide à la décision et de pouvoir apporter des débuts de piste, sachant que la décision et le pilotage, il reste toujours effectivement du côté des décideurs humains, Ouais, oui. évidemment. En Mais fait, si vas-y. ouais. Non, mais c'est la discussion, enfin, ce thème-là est vachement est très pertinent et tu vas voir pourquoi c'est très pertinent. Quand j'ai commencé, moi, à travailler sur des retailers, à une époque, je m'occupais de Champion et de Carrefour Market. Champion qui a fait partie des enseignes en France, qui avait 80% de ses clients qui étaient des clients encartés, donc qui étaient des clients connus dans une base de données CRM, etc., etc. Donc 80% du chiffre d'affaires finalement de Champion se faisait grâce à des clients fidélisés. C'est énorme, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Aujourd'hui, dans le e-commerce, c'est 100%, mais là, à l'époque, dans un magasin physique, c'était beaucoup. Parce qu'il y a 15 ans, c'est ça? Il y a 15 ans, grosso modo? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça fait un peu vieux con, je sais, mais c'est ça. Non, mais 2010, attends, c'est pas si loin que ça, 2010. Hein. Ouais, en fait, c'est plutôt 2004, 2005, 2010, en fait. C'est plutôt 20 ans qu'on passe. Mais bon, c'est pas grave. Et je voulais pas dire que c'est 2005, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça fait plutôt 20 ans. Et donc, je me rappelle, quand je discutais avec le directeur marketing, à l'époque, je parle il y a 20 ans, hein, on commence à travailler sur le CRM et il me dit, on arrive à appliquer des modèles prédictifs et de compréhension, c'est-à-dire à savoir, par exemple, on prend les ménages qui vont avoir un enfant ou qui ont déjà eu un enfant. On parle des couples qui viennent d'avoir un enfant. Et je me rappelle de cette phrase du directeur marketing, c'est Gérard Castries à l'époque. Gérard Castries me disant, est-ce que tu sais, Vincent, ce que les familles qui achètent des couches bébés achètent? Quel est le deuxième produit qui vient derrière les couches bébés? Moi, bêtement, je sais pas, les coquillettes, je sais pas moi, les crèmes, les crèmes adoucissantes, j'en sais rien. Il me dit non, le deuxième produit, c'est la bière. Voilà. Je sais pas pourquoi, hein. Je sais pas pourquoi. Ouais. Justement, on ne sait pas pourquoi, mais la data, en fait, parlait. Et en fait, il me dit, quand tu regardes la consommation, il y avait les couches et la bière. Deux produits. Alors, peut-être que ça a changé depuis. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est à des niveaux de data qui dépassent le million, le milliard, un petit événement qui paraît anodin ou qui n'existe pas à l'œil nu, qu'on ne voit pas, nous, l'humain à l'œil nu, émerge dans les statistiques de la data. Et donc, en fait, on voit des choses dans les comportements humains à des niveaux de data qui sont colossaux, on parle de tonnes et de millions ou de milliards de data, qu'on ne voit pas quand on est à des data de 100 000 ou 10 000 types de consommation. Et c'est ça l'enjeu. Et en fait, c'est là où l'IA est vachement forte, c'est que l'IA devient, quand on applique un modèle prédictif, donc statistique et prédictif, sur des comportements passés, d'abord, on va déceler des éléments, des moyens de faire du business qu'on n'avait pas décelé à l'œil nu. C'est-à-dire qu'on va déceler justement ce fameux tiens, mais ils achètent aussi de la bière, peut-être qu'il faut faire des propositions de bière parce que les papas consomment plus de bière quand ils sont papas qu'avant. J'en sais rien, je sais pas exactement, mais donc on va déceler des mouvements et ces mouvements, en appliquant ces modèles prédictifs, permettent d'envisager un développement de business futur. C'est là où l'IA est stratégique, c'est qu'elle, en analysant, alors c'est sûr qu'elle analyse et elle se projette avec une analyse sur le rétroviseur. Certes, elle ne peut pas anticiper la crise en Ukraine ou l'augmentation du blé. Pour autant, elle est capable, par l'analyse fine qu'on pourra faire des consos, déterminer des clusters, c'est-à-dire des poches de croissance de clients sur des produits qu'on n'imaginait pas ou sur des produits qui paraissaient totalement fous jusqu'ici et dont on va se dire, ah ben tiens, finalement, cette tendance-là, elle existe à des niveaux assez importants. Et si on adresse une offre ou un service qui correspond à cette tendance, on va développer du business. C'est en ça que l'IA dans le commerce moderne est extrêmement puissante. C'est-à-dire que sur un comportement de consommation sur une énorme marketplace, on va être capable de dire, parce qu'on est capable d'analyser ce consommateur ou ce comportement dans un ensemble beaucoup plus large qui est la totalité de la base de données conso, on va pouvoir dire, ben,
ce type de comportement-là, il peut se propager à l'ensemble et on a moyen d'aller chercher du business en faisant ça. Voilà, c'est là où elle est pertinente, l'IA, finalement. Alors, Vincent, pour encore une fois illustrer ce que tu dis, on sait tous quand on va dans des magasins alimentaires, on arrive au niveau des caisses et on a, vous savez, les chewing-gums, les bonbons, voilà, c'est un peu le dernier produit qu'on nous met qu'on nous met sous le nez avant de payer. Eh ben, en version digitale, vous savez, c'est quand vous êtes en train de finaliser votre panier, vous avez des suggestions d'articles. Ne pensez pas que vous avez un gentil gérant de magasin ou chef de rayon qui s'est dit tiens, on va peut-être lui mettre ce produit. Non, c'est de l'IA prédictive. C'est que les produits qu'on vous propose à ce moment-là, c'est en fait le fruit justement de tout ce big data, même si l'expression est un peu datée. Et là, on rentrerait aussi dans, on va dire, les boîtes noires des meilleurs e-commerçants et des marketplaces. C'est que le taux d'achat, il est énorme. Il est énorme, ne serait-ce que chez Amazon ou chez Cdiscount. Le taux de clic et derrière l'achat de ces produits-là qu'on vous propose un petit peu, on va dire, au gré de votre navigation et avant de finaliser votre panier, il est énorme. Et ça, c'est stratégique. Et c'est lié à quoi? À l'IA. Bien sûr. Avant, moi, je me rappelle, il y a 2-3 ans, ça m'avait marqué. J'avais acheté pour les 50 ans d'un copain un nain de jardin sur Amazon. Un petit nain de jardin en faïence pour mettre dans son jardin qui était totalement ridicule. Et j'ai reçu pendant des mois des propositions de nains de jardin alors que j'en avais acheté qu'un. Là, aujourd'hui, c'est fini. C'est pas parce que tu as acheté un nain de jardin qu'on va te poursuivre avec ce nain de jardin, mais parce que l'ensemble des achats qu'on aura fait permet de déterminer un profil de consommation qui permettrait de pousser autre chose qui sera tout sauf un nain de jardin, qui peut être, je ne sais pas trop quoi, des lunettes, des baskets ou une crème. Donc, on voit bien qu'il y a une sophistication, une subtilité apportée par l'analyse de l'IA qui permet de pousser des choses qui sont plus pertinentes pour le consommateur. Jusqu'au jour où d'ailleurs l'IA sera capable de nous pousser des produits dont on n'a pas encore conscience de l'utilité et qui deviendront pourtant assez rapidement utiles par rapport à l'âge qu'on a, la situation familiale, financière ou je ne sais quoi. Alors là aussi, hein, c'est quelque chose que tu as dit et que j'ai noté. Donc, j'avais dit qu'on allait parler des IA génératives et d'ailleurs on va terminer là-dessus. Mais dans les IA génératives, celles qui aujourd'hui, on va dire, intéressent le plus les retailers, ce sont les IA conversationnelles. Parce que, et tu le disais, tu dis, mais en fait, l'IA conversationnelle, elle pourrait radicalement transformer le secteur, à la condition qu'elle atteigne le niveau des meilleurs conseillers et vendeurs. Et à ce moment-là, ces recommandations, en fait, elles pourraient impacter le business et donc la performance de ce commerçant. Assurément, tout à fait. On voit bien que d'ailleurs, dans l'étude, quand on leur demande à quel endroit ils vont utiliser l'IA, il y a la grande famille de l'analyse data, ce qu'on a passé beaucoup de temps à expliquer précédemment, et puis il y a les bots conversationnels qui est quasiment le premier, d'accord, cité. Même si on cumule, on constate que c'est plutôt l'IA statistique, en fait, prédictive qui est plébiscité, mais c'est le premier cité spontanément. C'est clair que dans une activité commerciale où beaucoup de choses sont numérisées et un peu désincarnées, sans vouloir être désagréable, le fait d'avoir des bots conversationnels extrêmement puissants peut changer la donne sur le conseil, la recommandation et les choix qui seront faits. Et donc à deux niveaux, c'est-à-dire d'abord l'IA aura la connaissance client et pourra aller puiser dans l'historique de mes achats pour déterminer mon profil et donc pouvoir me pousser des recommandations pertinentes, mais surtout adaptées à la personne que je suis. Et ne pas faire la même recommandation à toutes les personnes et d'adapter vraiment l'offre produit au profil de client que je représente et à mon historique d'achat. Et donc, cette connaissance client très puissante parce que pouvant aller piocher très très loin dans mes datas et dans le passé, associé à ma connaissance très pertinente de moi en tant que client, plus à la connexion du bot à un choix qui est absolument illimité dans les offres produits qu'on peut me faire, va rendre l'IA bien plus puissante que tous les meilleurs vendeurs qui existent au monde. Donc c'est là où elle peut jouer un rôle extrêmement important dans le développement du business. Alors,
tu dis effectivement c'est pour demain, mais en fait c'est un demain qui est très très proche parce que il suffit aujourd'hui d'avoir une conversation, et je dis bien une conversation avec ChatGPT ou Gemini ou Copilot. Enfin, vous vous rendrez compte déjà du niveau atteint par ces IA génératives, IA conversationnelles. Tout à fait. Et puis surtout, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a et la grande bataille va être là. Hein. La bataille va être de pousser, comme dans tous les marchés, hein, il va y avoir une offre absolument pléthorique d'IA conversationnelle. Il y en a forcément une ou deux qui vont prendre le pas sur les autres parce que puissantes, parce que présentes sur tous les devices, parce que très compétentes, parce que ceci, parce que cela. Et puis après, on va avoir une espèce d'écrémage du marché, une hiérarchisation qui va se faire sur le marché. Mais là où la bataille est super importante, c'est que pour l'instant, personne n'a vraiment gagné totalement, même si on peut dire que des gens comme Amazon sont déjà très puissants Ouais. dans la recommandation produit pour plein d'autres aspects. Donc, c'est pour ça que Amazon arrive avec Rufus, qui est son intelligence artificielle, son bot qui va être assez puissant rapidement. Et donc, on voit bien que, notamment dans la grande bataille mondiale des marketplaces, le fait d'avoir une IA conversationnelle extrêmement puissante, c'est-à-dire tout ce que j'évoquais, c'est-à-dire capacité à faire des recommandations, capacité à conseiller, capacité à avoir cette forme d'intelligence humaine pour bien comprendre le besoin du client et capacité à piocher dans une réserve de produits, dans une réserve d'offres qui permet d'apporter la bonne solution. Je veux dire, le jour où tout sera mis en musique de façon extrêmement efficace, et tu as raison, Search GPT aujourd'hui pourrait être cet acteur-là, puisque connecté à toutes les grandes plateformes, ça peut apporter une solution extrêmement puissante. C'est-à-dire que demain, on pose la question à Search GPT, tiens, j'aimerais m'habiller avec un blouson de couleur noire, connaissant ma taille, connaissant mes goûts, Search GPT sera capable d'aller puiser dans toutes les grandes plateformes pour m'apporter les 2-3 blousons que je serais incapable de trouver localement ou même en Europe. Donc on va vers ça. Et ça donne le vertige, mais ça montre un peu la tendance du commerce demain. Ce que Google, en tout cas en tant que moteur de recherche, n'est pour l'instant pas capable de complètement Non, faire. non. Et quand on compare, pour citer une autre IA, Perplexity, avec Google, on voit tout de suite la différence. Et donc, Ouais, justement, cet aspect recommandation dont tu parlais, on le retrouve déjà dans Perplexity, ouais. SearchGPT également, et moins dans Google. Donc, derrière, en fait, ces changements d'usage, ces changements de comportement, en fait, il y a une transformation radicale du e-commerce et de l'industrie. C'est ça, hein. On est à l'aube d'une rupture, c'est ça, d'une rupture technologique. Ouais. On l'a vu déjà? Ouais, non, mais on est à l'aube pour moi, d'un changement massif. Je pense que il va y avoir une accélération de l'intégration de l'IA dans le commerce qui va complètement tout changer. Et je pense que les acteurs qui sont en place aujourd'hui vont tous se faire disrupter très rapidement par l'IA ou par des IA beaucoup plus puissantes ou beaucoup plus efficaces. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé Avast Commerce, c'est que en gros, on est rentré avec l'avènement du e-commerce il y a une nouvelle technologie. Cette technologie renseigne ou apporte un service, et ce service va changer la hiérarchisation des concurrents sur le marché. Le bon exemple, par exemple, ça peut être à l'époque les assistants vocaux. Amazon était très fort, enfin, c'était la possibilité de changer le texte la voix en texte. D'accord. La voix en texte, ça a amené Alexa, ça a amené OK Google, et ça a permis finalement à Amazon d'être le leader des assistants vocaux sur ce marché-là. Et je pense qu'il va se passer la même chose avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est vraiment une capacité à bouffer de la data, à faire des recommandations et à créer finalement un dialogue assez fluide avec la machine, y compris quand on est un consommateur final. Ça va créer effectivement des bots et des IA conversationnels extrêmement puissants. Et demain, ça va totalement bousculer la hiérarchie des compétiteurs, pas seulement dans l'IA, dans le e-commerce, dans le marché de la recherche de mots-clés, etc., etc. Donc, ça va être assez massif, en fait. Donc, et ça va bousculer pas seulement le commerce. Je pense que l'automobile, la santé, il y a plein de domaines, la banque, il y a plein de domaines dans lesquels l'IA va modifier de façon structurelle les hiérarchies du marché qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense que Google a un peu de souci à se faire. Hein.
Voilà, je trouve que ça va assez vite et je trouve qu'ils peinent à récupérer le retard, le petit retard qu'ils ont sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Vincent, un immense merci pour ton temps et ton expertise partagée à l'occasion de ce talk MBMCI. Je recite donc les différentes études qui ont nourri cet échange. Donc, côté Havas Commerce, il y a 2 études. Donc, la première, c'est l'étude de l'Observatoire du commerce 2024, donc, qui est une étude menée par Havas Commerce et CSA, hein, qui est l'organisme d'études et de recherche du groupe Havas, hein, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. C'est Boîte de ça. conseil spécialisée dans l'analyse et la data. À la fois l'étude et la data. Donc ça, c'est pour les comportements d'achat des Français. Donc évidemment, cette étude est disponible en accès libre. Il y a une autre étude également sur les e-acheteurs dont je vous ai parlé, c'est celle de la FEVAD. Alors la FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance donc en France. Et donc tous les ans, pareil, ils sortent une cartographie du e-commerce. Donc la cartographie 2024 est sortie cet été. Là aussi, vous pourrez la retrouver sur le site de la FEVAD. C'est une mine d'or, hein. Vraiment, c'est Ouais. allez voir ça. Hein. Ouais. C'est toujours très, très intéressant, les études FEVAD. C'est assez passionnant d'ailleurs. Et la troisième étude, on revient chez Havas Commerce, donc c'est l'étude B2B Havas Commerce qui a été dévoilée pendant Paris Retail Week et qui porte notamment sur le rapport des retailers avec l'IA. On en a parlé longuement, mais vous pourrez retrouver tous les chiffres, tous les insights et même approfondir avec cette étude. Là aussi, elle est disponible en accès libre. Vous êtes assez généreux finalement à Havas Commerce, hein, vous partagez le fruit de vos études. Je suis d'accord, un peu trop peut-être, mais en même temps, ça fait partie de notre job que d'abord de comprendre ce qui se passe et puis d'essayer d'analyser ça et de traduire ça auprès de nos clients et auprès d'un maximum de monde parce que le but, c'est que ce qui nous anime vraiment au niveau d'Havas Commerce et moi, ce qui m'anime depuis le début, c'est de participer et d'aider les commerçants et les distributeurs français d'abord et européens à trouver leur chemin dans ces changements. Et je trouve qu'on est encore un peu timide sur plein d'aspects et qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite et beaucoup plus loin parce que la souveraineté vraiment nationale et européenne, elle est très, très fortement menacée. Donc, c'est aussi pour ça qu'on partage ces infos. C'est pour voilà, essayer d'animer et de remuer les esprits pour qu'il se passe plus de choses et qu'on innove et qu'on soit pas trop à la traîne. Voilà, qui m'inquiète un peu. Si on a envie d'entrer ou de rester en contact avec toi, c'est quoi? C'est LinkedIn, ton réseau social? Ouais, LinkedIn. LinkedIn, c'est le bon canal si on veut une réponse rapide et si on veut me parler un peu des études et du commerce. Faut pas hésiter. Parfait. Donc Vincent Maillet, le directeur d'Havas Commerce, que vous pouvez retrouver sur LinkedIn et ailleurs. Hein, vous verrez, il est quand même assez prolixe et heureusement. Hein. Ouais, je sais pas. J'essaye un peu d'évangéliser, d'apporter la bonne parole à mon humble niveau avec l'aide d'une équipe qui est absolument fantastique. Donc c'est que du bonheur, mais c'est du taf. Ouais, c'est beaucoup d'énergie. Et donc on vous souhaite une excellente journée et à bientôt avec l'UMBMCI et de Vinci Executive Education. Merci Louis en tout cas pour toutes ces questions et voilà, à bientôt. Super, merci.